Et tout de suite, la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. On commence avec la famine qui sévit en Afrique. Le PAM a débuté hier le pont aérien vers Mogadiscio. Et ce matin, le Parisien revient sur les causes de cette tragédie. Sur les causes et sur le fait que la communauté internationale a mis beaucoup de temps à prendre la mesure de cette tragédie. Alors pourquoi cette famine? Elle serait due en grande partie à la sécheresse qui sévit dans cette région. La pire sécheresse a touché la Corne de l'Afrique depuis 60 ans, mais également à l'anarchie qui règne dans cette région aujourd'hui aux mains des Chebab, ces combattants islamistes qui ont fini par rendre impossible la tâche des ONG. Et puis il y a aussi cette concurrence évoquée par le Parisien des gros pays exportateurs de denrées alimentaires qui vendent leurs produits en Afrique à des prix défiant toute concurrence et notamment celle des paysans locaux. On passe maintenant au journal Libération qui consacre ce matin un dossier aux affaires des biens mal acquis par les dirigeants africains mais aussi arabes. La Libé qui titre ce matin, bien mal acquis, la France complice. Pourquoi serait-elle complice? Parce que selon Libération, les enquêtes sur les placements suspects, notamment immobiliers de plusieurs dirigeants africains et arabes, seraient bloquées par le parquet de Paris. La dernière plainte en date a été déposée hier contre Bachar el-Assad qui rejoint Ben Ali, Moubarak et Kadhafi sur la liste des dictateurs susceptibles d'être poursuivis un jour. D'autres affaires plus anciennes sont encore en souffrance. Elles concernent des dirigeants africains, cette fois notamment les familles Bongo, Sassou Nguesso et Obiang. Et pour Libé, ça ne fait pas doute, la justice française traîne des pieds alors que des enquêtes établiraient clairement que des fonds publics ont été détournés par ces familles. Libération qui dresse ce matin la liste non exhaustive, toutefois, des biens recensés qui donnent un petit peu le tournis, Hélène. Pour le seul Théodorin Obiang Nguema, le fils du président guinéen, on a par exemple cette petite facture de 18 millions d'euros pour l'achat en mars 2009, notamment d'un service à café pour 190 000 euros, d'une coupe en argent à 420 000 euros, une tabatière en or à 180 000 euros. Une facture, Hélène, réglée par une société forestière guinéenne dont Obiang Junior est le ministre de tutelle. Du coup, ce matin, Libération évoque ces hypocrisies françaises. À maintes reprises, Nicolas Sarkozy a joué la carte de l'aggiornamento avec la France-Afrique, d'abord en s'engageant à tourner la page des complaisances et des ambiguïtés, puis lors des révolutions arabes, mais qu'il semble difficile de rompre avec les réflexes du passé. De mauvaise grâce, la justice a fini par ouvrir des enquêtes sur les dictateurs déchus, mais elle continue à user de toutes les manœuvres possibles pour protéger les dirigeants en place. Fin de citation. L'actualité économique ce matin en France, ce sont les mauvais chiffres du chômage en juin. Oui, à voir dans les Échos, cette douche froide après la baisse du printemps, 33 600 chômeurs de plus. Le chômage des jeunes est reparti à la hausse. Celui des seniors continue de s'envoler. La France, où le déficit public atteindrait 3,8% du PIB en 2013, selon le dernier rapport publié par le FMI. La France qui ne serait pas à l'abri du sort de la Grèce, du Portugal, de l'Espagne et de l'Italie, d'après François Bayrou qui donne ce matin une interview dans François et qui confirme qu'il acceptera de voter l'inscription de la règle d'or sur les équilibres budgétaires dans la Constitution française si Nicolas Sarkozy va au bout de son projet. On termine avec deux infos sur la nature, avec la découverte sur les plages bretonnes de 18 sangliers morts et ça relance la polémique sur les algues vertes. Alors ces algues vertes sont accusées par les écolos d'être les responsables de la mort de ces sangliers qui auraient inhalé de l'hydrogène sulfuré formé par ces algues quand elles sèchent. C'est très toxique. Les écologistes qui accusent les agriculteurs de la région d'être responsables de la pollution à l'origine de ces algues vertes en déversant des nitrates dans leurs champs. Ces nitrates qui s'écoulera ensuite vers la mer. Alors, les agriculteurs, bien entendu, contestent cette mise en cause. Le nitrate ne serait pas, selon eux, en cause. C'est une polémique, de toute façon, très compliquée à démêler. Mais ce qui est certain, selon Le Monde, qui cite ses habitants du coin, c'est que peu d'élus ont réellement pris la mesure du problème, ou du moins ont choisi de ne pas trop en parler pour ne pas s'aliéner leur électorat agricole. Pour terminer sur ces questions écologistes, Hélène, je vous propose de lire un article qu'on a trouvé ce matin dans Libération qui nous apprend qu'en Amazonie, la chasse aux écologistes bat son plein. Alors la chasse aux écolos a toujours été une tradition bien implantée dans la région, mais il semblerait, Hélène, qu'elle connaisse un regain ces derniers mois. Merci beaucoup, Hélène. C'était la revue de presse. Bonne lecture à tous.
Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Malgré les moulinets de bras et les effets de manche des uns et des autres, le philosophe que je reçois aujourd'hui considère que les hommes politiques abdiquent en permanence. Pire, que le politique, en tant que concept moteur de l'histoire, se couche bien trop volontiers devant certaines idéologies modernes, nouveaux miroirs aux alouettes qui ne tirent leur légitimité que de la croyance et non de l'adhésion raisonnable. Je vous présente donc Yves-Charles Zarka, qui est philosophe, professeur à la Sorbonne, à l'université Paris-Descartes, et directeur de la revue Cité. Merci d'être avec nous. On commence par cette critique que vous avez finalement, qui n'est pas nouvelle, mais qui est totalement pertinente dans l'actualité, qui est celle, par exemple, des marchés financiers. Vous dites, il y a là une croyance qui relève de la croyance au veau d'or et qui est totalement perverse. Oui, je ne suis pas un économiste, donc je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement des marchés financiers. J'ai beaucoup lu à cet égard, évidemment, mais bon, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, ces marchés-là, ils ne fonctionnent pas de la manière dont souvent on croit qu'ils fonctionnent. C'est-à-dire suivant des mécanismes contre lesquels on ne pourrait rien, qui seraient absolument indépendants de nous et qui seraient indépendants de notre action. Alors les tenants de ces mécanismes vous diront qu'il y a une sorte de ruse de la raison dans ces mécanismes de marché, que finalement oui. Tout s'arrange pour le bénéfice de tous. Voilà. C'est la légende qui a été formée à partir d'Adam Smith de la main invisible et de l'idée que les acteurs économiques agissant pour leur propre intérêt, dans la méconnaissance et même l'aveuglement et le refus de toute considération du bien commun, néanmoins, agissant pour leur intérêt, ils parviennent au bien commun en vertu de mécanismes internes au marché lui-même. On a tiré de là l'idée selon laquelle les marchés étaient en eux-mêmes autorégulateurs et qu'en vérité, non seulement ils étaient autorégulateurs, mais en plus ils disaient la vérité. Que si on voulait s'opposer au marché, on se masquait la vérité et l'on voulait forcer l'économie, comme par exemple l'Union soviétique forçait l'économie pour donner l'illusion qu'elle était en bonne santé alors qu'elle était les marchés seraient la source même de la vérité. Je voudrais faire remarquer une première idée. C'est pas du tout Adam Smith qui a dit ça. Le fondateur du libéralisme, par exemple, qui a utilisé 2 fois la notion de main invisible, pas plus, hein. Il n'en a pas fait du tout le centre de sa doctrine, disait également, de manière absolument décisive, que l'intervention de l'État est absolument indispensable. Qu'on ne peut pas laisser l'économie, et je vais vous donner un exemple très, très simple, qu'il prenait, pas seulement celui-là, mais celui-là également, il disait l'économie, l'État doit intervenir, par exemple, pour empêcher la formation de monopoles. Il savait parfaitement que si vous laissez le capitalisme fonctionner par lui-même, il va constituer des monopoles et donc il va détruire le marché lui-même. Donc tendance naturelle à constituer des monopoles et par exemple, est-ce que les agences de notation dont on a beaucoup parlé ces derniers temps sont en quelque sorte des monopoles du jugement sur la bonne santé de telle ou telle économie ? C'est cela. Non pas des monopoles sur l'économie, mais sur le jugement. Or, le jugement est absolument décisif. On sait bien comment fonctionnent les bourses, on sait bien comment fonctionne l'économie, surtout aujourd'hui, quand elle est financiarisée. C'est-à-dire que tout repose, les valeurs, sur la croyance que l'on a concernant telle ou telle valeur, le fait qu'elle monte, qu'elle va descendre, tout repose sur la croyance, tout se repose sur des phénomènes subjectifs. C'est ça la donnée essentielle. Or, c'est imposer l'idée, et je le répète, contre Adam Smith, contre le premier libéralisme. Mais comme une idée du néolibéralisme, c'est pas seulement néolibéralisme, mais néolibéralisme radical. Celui qui s'est instauré à partir des années 80, Thatcher, Reagan, avec la dérégulation complète des marchés. C'est ça la croyance. Leur croyance était, mais qu'est-ce que le politique fait là-dedans ? Mais non, mais il est en train de compromettre la vérité des choses. Laissons l'économie à elle-même. Et cela a été... Les autres l'ont cru. Même ceux qui ne partent... Je suis sûr que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, président de la République française, ne partage pas ces idées-là. Mais il assume pour lui-même, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, la croyance, lui aussi, que c'est la vérité qui fait le marché. Alors donc, que le marché fait la vérité. Et réhabiliter le politique, donc, comme vous dites, ça veut dire réinjecter, au fond, de la raison dans ces mécanismes. Les grands économistes aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas économiste, mais les grands économistes aujourd'hui, par exemple, Amartya Sen et les autres, montrent
parfaitement. Amartya Sen a écrit un bouquin qui s'appelle L'économie est une science morale, que l'économie, c'est pas seulement de l'économie, c'est toujours autre chose que de l'économie. Et donc, il faut réassumer cette autre chose qui est constitutive de l'économie. Ce que je vous dis, c'est que la crise qui a eu lieu en 2008, celle qui va peut-être venir, qui va être bien plus grave, malheureusement, j'espère qu'on va la éviter. Imaginez que Obama ne s'accorde pas avec les républicains, ça va être la catastrophe. Oui, problème de mais tout ça, plafonnement de la dette budgétaire américaine. Tout ça, l'élément subjectif est absolument déterminant. Pour l'Amérique, vous savez bien que c'est une question idéologique. Les républicains ne veulent pas qu'on fasse payer plus d'impôts aux riches qui en payent très peu. C'est bien du politique dans la position idéologique des Républicains. Absolument, mais elle n'est pas reconnue comme ça, comme telle, parce qu'on vous dit, mais pas du tout. Il faut laisser l'économie à elle-même. Il faut laisser les acteurs économiques. Il ne faut pas les empêcher. C'est ça. On vous fait passer quelque chose qui est purement subjectif, une idéologie politique pour une réalité qui s'impose d'elle-même et une vérité qui doit s'imposer d'elle-même. Alors, je voudrais qu'on en vienne à un point qui est important dans ce que vous avez écrit récemment, c'est sur le contrôle par les citoyens de l'action publique. Et vous préconisez dans l'un des articles qui est paru récemment une cour de légitimité d'exercice. Je cite. Ça, c'est autre chose. Alors, c'est autre chose, mais c'est aussi une réhabilitation du politique. Oui, en ce bien sens sûr. Attendez, que... Oui. Je finis sur un point qui est très, très important. Nous sommes aujourd'hui... Les accords qu'il y a eu lieu au niveau européen récemment, ne solutionne rien du tout. Concernant la Grèce, vous voulez dire ? Oui, ne solutionne rien du tout. Ça va apaiser les choses pendant quelques mois, peut-être quelques années, mais ça ne solutionne rien du tout. Aucune taxation sur les transactions financières. Aucune. C'est inimaginable. C'est proprement inimaginable. Et donc, ça veut dire que... qu'est-ce qu'on a dit au fin ? Mais les marchés vont être assurés. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas de rassurer les marchés. La question est de maîtriser les marchés. Alors, justement, maîtriser l'économie, ça veut dire aussi, et j'en reviens à la question que je vais vous poser, c'est maîtriser aussi la façon dont la politique ou les hommes politiques font passer leur discours et surtout l'appliquent dans la réalité. Ça, c'est un autre niveau de considération, mais c'est lié, vous avez raison. Si vous voulez rendre aux politiques sa dignité et sa place centrale dans la détermination des décisions, qu'ils ne soient pas soumis à des agences de notation privées, imaginez, privées, qui décident. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire de l'humanité. Ça existe depuis quelques décennies seulement. Enfin, et ça prend cette place depuis très peu de temps. Si vous voulez que le politique, ça ne peut plus être un politique régalien. Ça ne peut plus être une politique du genre le roi qui est devenu président de la République. C'est plus possible. Donc, il faut qu'il y ait des instances qui accréditent, qui soient susceptibles de donner aux politiques, et en tout cas à ceux qu'ils représentent, sa véritable force. Qu'est-ce que c'est que dans une démocratie ? Quel est le concept central d'une démocratie ? C'est la souveraineté du peuple. C'est ça. Or, le peuple, les citoyens, disons, pour ne pas employer un mot qui a une longue histoire. Bon, les citoyens, la souveraineté des citoyens. Pour que les citoyens soient véritablement actifs, il faut qu'ils soient informés. Or, comment ils sont informés aujourd'hui ? Ils sont informés. Ils sont informés de diverses façons, par le jeu de l'opposition des opinions. Dans les médias, dans les partis, dans les syndicats, au Parlement aussi, puisque le gouvernement est responsable devant c'est pas mal déjà. Mais là, on a affaire à des options qui sont opposées, contradictoires. La faiblesse et la force de la démocratie, c'est un régime dans lequel, non pas rien n'est vrai, mais dans lequel on ne peut pas distinguer le vrai du faux. Or, on ne peut pas distinguer le vrai du faux. Vous avez donc des vérités opposées. Nous sommes constamment confrontés à des vérités opposées. Il est absolument indispensable qu'il y ait des instances qui soient qui ne soient pas partisanes. Je vous prends des exemples, ça existe. Comme la Cour des comptes, alors. La Cour des comptes, par exemple. C'est-à-dire une instance qui est s'auto-contrôle, qui a une dignité, une histoire, une probité qui est incontestable. Donc, et qui donne des informations. On arrive à une démocratie des experts, des techniciens. Non, absolument pas, mais absolument pas. Il est absolument pas. Non, ça serait l'horreur des horreurs. Absolument pas. Quand je dis un conseil, par exemple, il y a le Conseil constitutionnel, il y a la Cour des comptes. Il peut y avoir un conseil que j'appelle, moi, conseil de légitimité d'exercice, qui examine l'exercice du pouvoir politique, qui peut, par exemple, qui ne peut pas, défaire les élections qui ont été faites. Absolument pas. Je distingue personnellement la légitimité de titre, la légitimité de titre via les élections,
vous êtes majoritaire, vous avez 50% des voix plus une. C'est vous qui êtes élu, c'est pas quelqu'un d'autre. Et vous êtes élu. Qui peut faire ce contrôle, alors, très précisément? Alors attendez, vous êtes élu pour le temps de votre mandat, personne ne peut vous contester. Maintenant, vous pouvez avoir un conseil qui examine la manière dont vous allez agir. Si ce que vous allez faire est conforme à ce que vous avez promis. Si vous c'est pas conforme à ce que vous avez promis, peut-être c'est les circonstances qui vous en empêchent. On va voir si vous n'avez pas des conflits d'intérêts. C'est-à-dire, toutes les crises qu'on a eues là, Woerth, etc., mais il y en a épouvantables, ne pourraient pas venir. Ou du moins, si, elles seraient révélées en amont. C'est-à-dire, on saurait... Alors, je vous donne un autre exemple. On est pressé par le temps, je voudrais que vous puissiez conclure. La capacité de cette instance de contrôle serait précisément de mettre en rapport la politique face à ses promesses. Pas seulement, à son mode de gouvernement également, à ses projets, à la manière dont elle vise l'intérêt public. Un peu, c'est très différent, mais dont la Cour des comptes dit ça ne va pas. Mais la Cour des comptes s'occupe principalement de l'usage des fonds publics. Merci. Là, il s'agirait véritablement de la manière dont le pouvoir est exercé. Il faut repenser la notion de légitimité politique. Merci Charles Zarka, merci d'avoir été avec nous. Ça fera débat encore de longs mois et de longues années, ce genre de réflexion. Merci à vous et d'autres infos tout de suite sur France 24. Restez avec nous, merci. Merci.